Écoutez, je sais pas, est-ce qu'on a le temps? On a du On temps a de encore du parler? temps. Moi, je suis Parfait, écoutez. libre à toi. Ben, moi, j'avais le goût de parler de d'autres petites choses encore, là. Vas-y. J'ai le goût qu'on parle, hein. On sait, c'est un sujet d'actualité dans les dernières semaines. On parle beaucoup du tramway de Québec. Mhm. J'aimerais ça savoir. Oh, mon micro, il baisse un petit peu. Pas trop l'accrocher. J'aimerais ça savoir un peu, selon vous, on s'en va vers quoi? Parce que, tu sais, on a refusé, le gouvernement Legault a dit, finalement, on n'ira pas vers le troisième lien, même si on est revenu un petit peu là-dessus. Bon, question, on ne sait pas trop pourquoi, mais selon vous, est-ce que le tramway, ça va voir le jour? Mon Dieu, ça, c'est une grande question. Parce qu'on sait que le maire de Québec, M. Marchand, il pousse beaucoup Oui, à ce niveau-là, absolument, là. absolument. Mais je sais même pas si ceux qui, en ce moment, chapeautent le projet, qui est le gouvernement du Québec, Ouais. qui a demandé à la Caisse de dépôt et placement du Québec d'analyser le projet, je sais même pas si eux savent si le projet va se faire. Parce que la facture a explosé pour... La facture du troisième lien a explosé aussi. Aussi, mais il a été abandonné justement. En fait, il a été abandonné. On a dit qu'on allait continuer à le faire, mais pour un tracé de transport collectif. Est-ce que ça va se faire? Ça aussi, c'est complètement incertain. Mais la version d'autoroute du troisième lien a été abandonnée parce que le prix était complètement surréel. Donc, est-ce que il y a cet aspect-là qu'il faut pas non plus négliger, là. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir un réseau de transport collectif à Québec performant puis plus efficace que des autobus qui sont pris dans le trafic autant que les autos. Mais est-ce que l'ensemble du Québec est-ce que les citoyens comme toi, comme moi, comme ceux qui nous écoutent, veulent payer 8 milliards de dollars pour quelques kilomètres, je dis quelques, entre gros guillemets, là, c'est une cinquantaine de kilomètres pour un tramway que la majorité de la province ne va pas utiliser? C'est un débat en cours, là. J'ai pas d'opinion là-dessus. Comme journaliste, je peux pas avoir d'opinion, là, mais est-ce que ça va se faire? Il y a certainement à Québec un appétit pour quelque chose qui va... On a eu le REM à Montréal qui, a connu ses hauts et ses bas depuis ça. Mais qui, somme toute, fonctionne très bien, là. Je pense que la statistique de fonctionnement sans problème, c'est au-dessus de 90-95%. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. La facture a explosé aussi dans le cas du REM, même si, justement, c'est un plus gros bassin d'utilisateurs un peu que le tramway, c'est certain. Là, vu que la région de Montréal, c'est la moitié du Québec. Ça. Si on compte la rive sud, Montréal et la rive nord de Montréal, c'est à peu près 4 millions de personnes. Donc, l'appétit est encore plus grand, puis les moyens sont plus grands aussi parce qu'il y a 4 millions de personnes qui vont bénéficier de cet investissement-là. La région de Québec, c'est 500-600 000. À Québec, c'est 500-600 000 personnes. Si on compte Lévis, à peu près, peut-être 900 000, 1 million de personnes en tout et partout. Le bassin n'est pas le même, mais c'est sûr qu'il y a un désir d'avoir du transport collectif à Québec d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il va y avoir un projet qui va se faire un moment donné. Est-ce que ça va se faire rapidement? Je pense pas. Est-ce que ça va être le tramway qui était tant présenté, puis même en début de construction, voilà quelques mois? Je sais pas si ça va être ça. Mais on a aussi vu dans les derniers jours, dans les dernières semaines, que des gens qui ont étudié le projet de tramway à Québec, qui ont dit que c'était une bonne idée, qui, avec le temps, ont commencé à travailler pour la Caisse de dépôt dans la branche infrastructure, celle qui a fait naître le REM, et qui, là, vont se mettre à travailler sur étudier un projet de transport collectif. Donc, ils ont déjà dit que c'était une bonne idée. Là, ils travaillent pour celui qui va être responsable de l'étudier. Est-ce que ça va être encore la même conclusion? Ça prend un tramway à Québec? Peut-être. C'est peut-être ça qui va se passer. Puis on va dire, oui, c'est le meilleur plan pour Québec. Fait qu'on repart... On imagine que le BAP va... va l'approuver. Là. Ça, je peux pas dire si ils vont l'approuver, mais c'est sûr qu'il va y avoir des études, puis c'est sûr qu'il va y avoir des questions à se poser. Mais en même temps, ça se passe dans la ville de Québec. Donc, est-ce qu'il y a des enjeux environnementaux tant que ça? Des villes européennes qui possèdent ce genre d'infrastructure-là et que, en tout cas, ça a l'air
que ça marche bien. Puis que... Il y a aussi beaucoup de débats. Là. Si on regarde dans les villes, je me souviens, on a fait des reportages où on est allé voir à Bordeaux qui avait construit un tramway dans les dernières années, dans les dernières décennies. Puis il y avait eu beaucoup de questions sur est-ce que c'est bon pour Bordeaux, un projet de tramway. Finalement, il l'avait construit, puis les gens ont été convertis. Ils trouvent que maintenant, c'est une bonne idée, puis que ça a valu la peine. Mais il y a quand même eu un débat. Là. C'est quand même des gros investissements publics. Là. C'est de l'argent des gens. Là. C'est pas de l'argent privé qui nous appartient pas. Donc, c'est normal qu'il y ait des débats puis des questionnements. Mais dans les villes comme Bordeaux, ça fonctionne très bien. Les gens doutent sur est-ce qu'un tramway, c'est la meilleure chose pour le Québec, compte tenu de la neige, compte tenu de l'hiver au Québec. Est-ce que déjà, certaines personnes vont dire on a déjà de la misère à déneiger les rues. Est-ce que ça va être un casse-tête pour un tramway qui doit aller traverser ces rues-là, qui doit être aux mêmes intersections que les autos? Est-ce que le froid va rendre l'utilisation plus difficile? Est-ce que on le voit sur nos autos, là, que de la rouille, ça se fait en hiver, que des fois, nos portes ferment mal ou on n'est pas capable d'ouvrir notre porte après un épisode de verglas. Ben là, est-ce que les portes du tramway ne pourront pas s'ouvrir pendant un verglas ou le REM? Est-ce que on a hâte de voir le premier hiver du REM? On ne sait pas ce que ça va donner. Mais tu sais, il y a plein de solutions qui existent. On pourrait... Il y a aussi tout l'aspect du financement. Là, en Europe, ils sont pas du tout ils n'ont pas du tout le même mode de financement. C'est un autre contexte. Là. Exact. Avec l'Union européenne, c'est pas la mais pas à Paris, par exemple, les entreprises payent beaucoup de leur poche pour financer le métro de Paris. Est-ce qu'on est prêt au Québec à ce que les entreprises participent au financement du transport en commun? En ce moment, c'est que les villes puis le gouvernement. Bien, c'est une question à se poser. On n'a pas du tout les mêmes réalités au Québec qu'en Europe. Fait que la comparaison est difficile à faire. Mais ce qu'on sait, c'est que la plupart du temps, quand c'est bien fait, quand c'est bien étudié, puis que ça répond à un vrai besoin, mais oui, il y a un débat avant, mais après coup, les gens sont contents de l'utiliser. Là. Il y avait eu le même débat à Montréal quand ils ont construit le métro. Là. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que Montréal a vraiment besoin de tout ça? Est-ce que Montréal est une assez grande ville pour avoir un métro? Aujourd'hui, on se poserait plus la question. Là. Aujourd'hui, on arrive à Montréal, même c'est recommandé de stationner son auto l'autre bord de l'île, de prendre le métro pour le traverser. Exact. Donc, aujourd'hui, on s'en passerait plus, là, mais les débats ont eu lieu quand même. Puis sinon, j'ai une autre affaire qui m'est venue en tête. Vas-y. Vous me direz, tu me diras si on peut en parler ou non. J'ai goût de parler un peu du Parti libéral du Québec. Présentement, sans chef, on le sait, hein, après la démission de Mme Anglade, là, qui ne semble pas avoir grand monde qui sont intéressés envers cette chefferie-là. Il y a peut-être une personne ou deux. Même le chef vétérinaire, M. Marc Tanguay, ne semble même pas avoir le goût de reprendre ça. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand un parti se retrouve sans chef? Parce que là, on parle de 2025 avant de choisir. Il y a encore un long... mon Dieu, il y a encore une éternité en politique avant les prochaines élections. Là, 2 ans, c'est vraiment très long en politique. Là, on l'a vu, ça fait juste quelques semaines après l'élection de Jean Talon, puis le gouvernement actuel au Québec a déjà chuté dans les sondages, a déjà perdu quelques plumes. Donc, est-ce qu'il va avoir une place pour le Parti libéral? Mais en fait, ce qui est intéressant dans le contexte politique au Québec en ce moment, c'est que la coalition Avenir Québec de François Legault a pris presque tout l'oxygène qui était disponible pour les partis comme le Parti libéral ou le Parti québécois. Dans le sens où le Parti libéral avait un message très économique, très... mais dans les dernières années, très canadien aussi. Là. On ne veut pas de référendum, on veut rester dans la Fédération canadienne, mais ça rejoint peut-être un peu moins l'électorat québécois moyen, où on se dit non, on veut que... Peut-être que oui, on veut que le Québec reste dans le Canada, mais on veut quand même que le Québec soit le Québec, puis prenne ses propres décisions. Puis c'est un peu ce que les gens, si tu poses la question à tes parents, là, c'est peut-être ce qu'ils vont te dire aussi, là, peu importe s'ils voteraient oui ou non à un éventuel référendum. L'électorat québécois aime que le Québec fasse ses propres choix. La CAQ avait ce message-là. Le Parti libéral a longtemps dit non, nous autres, on est un parti pour rester dans la Fédération canadienne, s'assurer que le fédéralisme fonctionne. Et le PQ, lui, de son côté, disait
Non, nous, on veut se séparer du Canada puis qu'on puisse prendre toutes nos décisions. Mais les Québécois ont quand même voté 2 fois contre la souveraineté. Donc, François Legault, un moment donné, s'est dit, OK, si on a voté 2 fois contre, c'est peut-être pas le meilleur projet pour les Québécois en général. Fait qu'il a fondé un parti qui dit on poussera pas sur cette question-là là, de souveraineté ou de fédéralisme, mais on va quand même revendiquer des choses à Ottawa, on va quand même faire une importante place pour le français, on va quand même demander beaucoup de pouvoir en immigration, comme si on voulait peut-être des pouvoirs d'un pays. Et les Québécois ont beaucoup aimé ça. Ça fait que les 2 anciens partis, là, le PQ et le PLQ, se retrouvent avec un gouvernement qui siphonne des électeurs des 2 partis. Est-ce que ça va être possible pour un chef éventuel de virer ce bateau-là de bord puis de dire... on le voit, mettons, avec le PQ, mais ça les intentions de vote augmentent, mais oublions pas qu'ils ont encore une poignée de députés, là, moins que les doigts d'une main. Là. Donc, c'est sûr que oui, il y a un élan en arrière du PQ, il y a un élan nationaliste, là, comme on l'entend au Québec normalement. Ils sont 2e dans les intentions de vote. Est-ce que ça peut continuer à grandir? C'est sûr, c'est possible. Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon est très apprécié aussi par les Québécois. Mais ça reste à voir. Comme on disait tantôt, 2 ans en politique, c'est très long. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va faire une déclaration qui va refroidir les gens qui avaient peut-être l'intention de voter pour lui? Peut-être. Est-ce qu'au contraire, il va continuer de stimuler cette colère-là que les gens ont dernièrement contre le gouvernement de François Legault? Peut-être aussi, puis il va continuer à augmenter dans les sondages. Est-ce que le Parti libéral va se trouver un chef qui va justement répondre à ce besoin-là de nationalisme et cette grogne-là un peu que le gouvernement, qui est contre le gouvernement en ce moment? Ça se peut aussi, mais le reste que l'espace disponible pour un parti comme le Parti libéral est très petite. C'est où en ce moment, les gens qui étaient pour l'option libérale se retrouvent très confortables avec l'option de la CAQ. Évidemment, il y a la politique au jour le jour fait qu'il y a des gens qui sont mécontents puis que certaines décisions plaisent ou plaisent pas. Mais l'avenir, s'ils n'ont pas de chef ou s'ils ne sont pas capables de se renouveler puis de renouveler à leur électorat, le parti va probablement disparaître. Là. Je ne fais pas une prédiction, là. C'est ce qui est arrivé par le passé. On a vu avec l'ADQ de Mario Dumont qui a failli, était à un cheveu d'être au gouvernement. Ils ont perdu une élection, l'élection de trop. Le chef a démissionné. Ils ont perdu les autres élections. Le parti a perdu de plus en plus de députés qui ont été avalés par la CAQ. Puis la CAQ a pris le pouvoir pas longtemps après. C'est le cycle normal des choses. Il y a des partis qui naissent, il y a des partis qui meurent. V'là des dizaines d'années, il y avait l'Union nationale au Québec. Ça n'existe plus, c'est mort parce que le Parti libéral a pris sa place puis s'est mis à diriger le Québec pour des dizaines d'années. C'est pas malsain non plus qu'une démocratie voit naître et voit mourir des options politiques. C'est simplement l'évolution des courants de pensée puis des décisions des gens qui votent toujours pour leurs propres intérêts puis pour l'intérêt du moment. Là. Fait que c'est pas c'est inquiétant pour le Parti libéral, mais pour la société québécoise, qu'un parti meure ou se fasse ou fusionne avec un autre, c'est le cycle de la vie. Là. Peut-être qu'Éric Duhem va rentrer au... Peut-être aussi. Peut-être que les conservateurs vont toucher à quelque chose chez certains électeurs. On pensait qu'ils avaient réussi Oui, mais le système électoral étant ce qu'il est, ils n'ont pas réussi à avoir assez d'appui dans les circonscriptions où ça comptait pour faire élire un député. Donc, il y avait à peu près 10-13% d'appui en vote, mais répartis partout au Québec, presque également. C'est sûr que notre système fait que le nombre de votes, ça prend un nombre de votes important dans chaque région, dans chaque circonscription pour faire élire un député. Donc, si on a juste
un 13-15% partout au Québec, ben c'est pas, on peut pas faire élire de députés. Là. Quand c'est des luttes à 4 ou 5 partis, ben c'est sûr que ça prend 20-30% de vote. Fait que peut-être qu'ils vont réussir à faire élire 1 ou 2 députés, peut-être même plus, s'ils causent une surprise puis qu'ils continuent à profiter de la grogne contre le gouvernement puis faire leur entrée au Parlement, parce qu'encore là, on peut être pour ou contre leur position, mais est-ce que c'est malsain qu'en démocratie, toutes les positions soient représentées? Moi, je pense pas. Ils ont une voix à porter, puis il y a des gens qui se sentent pas représentés par, en ce moment, les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale. S'il y en a un de plus, mais ça fait juste s'ajouter au débat, puis ces gens-là vont être plus représentés, se sentir plus écoutés. Fait que là, peut-être qu'Éric Duhem va pouvoir Est-ce que ça porter cette voix. marcherait, le système proportionnel qui avait été proposé notamment par Québec solidaire? Même Sonia Lebel par la Coalition Avenir Québec, oui. Au début, avant qu'ils disent que ça les avantageait. Ah ben je me prononcerai pas là-dessus si c'est ce qu'on dit, c'est que il n'y avait pas d'appétit, puis il n'y avait pas de consensus pour réformer le mode de scrutin. On le sait aussi que c'est un sujet chaud là, dans le sens que on sait que grosse décision. Là. C'est ça exactement. On sait que ça peut changer tout le paysage politique au Québec en changeant vraiment le rapport de force. Mais on sait qu'il y avait à l'interne, même à la CAQ, il y avait des députés qui disaient bon, mais je vais peut-être perdre mon siège. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que puis même je connais des gens qui se posaient la question aux gens là, aux électeurs sur le terrain, puis ils disaient est-ce que vous voulez une réforme du scrutin? La plupart des gens disent je vois pas nécessairement ce que ça apporterait de plus. Ça prend vraiment ça prend vraiment beaucoup de pédagogie là, pour expliquer aux gens ce que ça changerait dans leur vie, là, que le mode de scrutin soit réformé. François Legault l'avait dit, là, j'entends pas personne se battre dans les autobus parce que ils veulent un nouveau mode de scrutin au Québec. C'est sûr que ces enjeux-là enflamment pas nécessairement les gens. C'est des discussions très importantes, mais peut-être pas. C'est peut-être pas une priorité pour les gens qui ont de la misère à payer leur épicerie, qui ont de la misère à mettre de l'essence dans leur auto parce que ça coûte cher, qui ont de la misère à se faire soigner parce que les urgences débordent ou que les listes d'attente pour une chirurgie sont interminables ou qui veulent des bons services pour leurs enfants dans les écoles. Fait un gouvernement doit composer avec tous ces enjeux-là, les pressions à l'international, les guerres, Est-ce que les gens ont un appétit pour se dire bon, ben on va prendre du temps au gouvernement pour répondre à cette question-là, mais est-ce que ça fait qu'on délaisse les autres priorités qui affectent ma vie à tous les jours? Les changements climatiques, la santé, l'éducation. C'est sûr que c'est 2 dossiers très importants, mais au bout du compte, c'est l'électeur qui se dit ben en ce moment, ça ne change peut-être pas ma vie. Est-ce que c'est essentiel aujourd'hui? Là? En ce moment, moi, je vote pour un candidat, il se fait élire ou il se fait battre, mais je sens pas que mon vote compte pas. En moyenne, c'est ce que la plupart des gens disent. Est-ce qu'il va y avoir un virage un jour? Peut-être aussi que maintenant on va se dire, ben là, les conservateurs, ça fait des années qu'ils sont à 10, 13, 15, 20% puis qui réussissent pas à faire élire de députés, mais qui sont quand même représentatifs de 20% des Québécois. Ben là, peut-être que la grogne va continuer à augmenter. C'est possible aussi. Puis là, si je prends un événement qui s'est passé, je crois que c'était hier en Argentine, hein, on a vu l'élection d'un nouveau président. Très populiste, oui. Très populiste et qui avait quasiment pas d'expérience en politique, là, si je me trompe pas. Il n'y en a pas du tout, en fait. C'est un économiste de formation très populiste, très coloré, là, mais avec des positions très tranchées. Il se promenait dans ses rassemblements avec une tronçonneuse parce qu'il disait que l'Argentine, le gouvernement argentin était trop gros, prenait trop de place dans la vie des gens, il y avait beaucoup trop de dépenses superflues, fait qu'on va passer la tronçonneuse là-dedans, puis on va faire du ménage le plus possible. Fait que les Argentins, eux autres, ils ont voté pour ça parce que je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Je m'enlignais vers ça parce que on voit pas mal, si on veut, c'est un exemple de, si on veut, bon, on parle, quand on lit les journaux, on entend un peu parler, si on veut, de Trumpisme, là, que ça devient, un peu une idéologie populiste de droite qui devient de plus en plus populaire. Mais on observe en fait que c'est les extrêmes qui
si on veut, viennent au pouvoir, je pense notamment à l'Italie, l'année dernière, qui ont fait élire le parti de la droite. Vers quoi qu'on s'enligne sur l'échiquier mondial, vu qu'on voit que la droite prend de l'expansion? Ça, on en entend. En général, on voit ce qu'on ressent, ce qu'on voit, puis c'est documenté, c'est que les extrêmes prennent de plus en plus de place, que ce soit à droite ou à gauche. Oui. Là, on est dans une époque très polarisée, très polarisante aussi, parce que les enjeux sont énormes. On a vécu la plus longue période de croissance économique depuis des dizaines et des dizaines d'années. On a vécu pendant la plus longue période de paix dans le monde relative. Là, il y avait quand même des conflits à gauche et à droite, mais de paix mondiale, globale, la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale. Fait que là, on est dans une période où tout est en ébullition. Il y a une pandémie, il y a les changements climatiques, il y a l'inflation, il y a des guerres, il y a des conflits qui prennent de l'ampleur. Il y a des gros problèmes, puis les gens se sentent pas écoutés, se sentent pas représentés, se disent, en ce moment, moi, mon épicerie, ça coûte 100$ de plus que v'là un mois. Mais ça paraît dans le budget de quelqu'un, puis ça paraît que sa qualité de vie diminue parce que ses revenus stagnent, mais les prix augmentent. Là, on parle d'inéquité aussi entre les riches et les pauvres. Les riches deviennent de plus en plus riches, ça aussi c'est documenté, puis les pauvres s'appauvrissent. Puis là, les gens de la classe moyenne, comme nos parents, comme nous, ils se retrouvent de moins en moins nombreux. Là, ils se disent, moi, je suis à une semaine de paye de tomber dans la pauvreté. Et quand on regarde l'état du monde en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se disent, on s'en va pas dans la bonne direction. Puis en ce moment, c'est les gouvernements en place qui nous sont un peu mis, je simplifie, là, mais c'est ce que certains disent, nous ont mis un peu dans cette situation-là. Fait, pourquoi j'essaierais pas une autre option qui me parle, qui change les choses, qui promet de réformer le gouvernement pour dire non, moi je vous entends, vous avez plus confiance en ce gouvernement-là ou en ces dirigeants-là, moi je vais aller complètement dans l'autre direction. Puis il y a certains qui disent on verra où ça va nous mener, mais en ce moment, moi je suis pas satisfait du statu quo. Je sens que je suis pas représenté, je sens que je suis pas écouté, je sens que j'ai de la misère à arriver, puis mes besoins sont pas respectés. C'est un terreau parfait pour que les extrêmes prennent de la place parce qu'eux, ils ont un message simple qui disent moi, je veux régler ça, je vais régler ça, je vais régler ça. Puis, je vais faire ça comme ça, simplement. Avec 3 points clairs, les gens ils disent à quoi ça sert de voter pour les mêmes gens qui changent pas nécessairement les choses? Peut-être que ça sert à rien, puis on va se virer de bord. Est-ce que c'est la bonne option? Je me prononcerai pas, mais c'est l'écho qu'on a aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas représentés du tout, se sentent pas du tout entendus. Le système américain, c'est complètement différent. Exact. C'est unique à son genre. Puis exact. On peut parler de... Washington, c'est souvent décrit comme étant très, très loin des gens. Les gens de l'Alabama, du Texas... Il y a tellement d'étapes entre exact. Le président et puis... exact. C'est tellement de... Fait que quand ils se disent, mon Dieu, est-ce que Washington travaille vraiment pour moi? Est-ce que les gens au Congrès travaillent vraiment pour moi? Est-ce que le président travaille vraiment pour moi? Eux autres, ils ne le ressentent pas nécessairement au jour le jour. Fait qu'ils vont dire, je vais voter pour quelqu'un qui parle comme moi, qui dit qu'il veut me représenter, puis qui dit qu'il m'entend, puis qui porte mes préoccupations. Puis peut-être que je vais me sentir un peu plus écouté. Mais ça, c'est ce qu'on entend souvent aux États-Unis, là, quand nos correspondants à Washington se promènent sur le terrain et s'en vont dans des États au centre des États-Unis, qui ne sont pas nécessairement les centres d'affaires, là, si on veut. Aux États-Unis, il y a la Californie, il y a New York, puis il y a le Texas qui contrôle à peu près tout le milieu des affaires, des technologies, des banques, des ressources naturelles. Puis au centre, il y a une espèce de désert où les gens ne se sentent pas écoutés et ne se sentent pas interpellés. Quand il y a un candidat qui dit moi je te vois puis je t'entends, c'est sûr ça peut être intéressant. Puis on voit ça un peu partout dans le monde. En Italie, tu t'en parlais, mais Mme Meloni, elle se disait la plus grande inquiétude en ce moment des Italiens, c'est les vagues et les vagues et les vagues de migrants qui arrivent à nos frontières. C'est sûr que c'est
pour les Italiens qui habitent sur le bord des mers de la Méditerranée, puis qui voient les campements pousser, ben, ils se disent, ben, qui fait quoi, là? Y a-tu quelqu'un qui les voit? Y a-tu quelqu'un qui me voit? Moi, faut que je vive avec ça dans ma ville, là. C'est un problème à régler, là. C'est ces gens-là qui n'ont pas de maison puis qui arrivent même s'ils fuient la guerre, là, faut s'en occuper. Faut soit diminuer, soit mieux les servir. C'est les deux options possibles. Fait qu'ils se disent, on n'a pas été capable de s'en occuper comme il faut. Fait aussi bien les interdire. Fait qu'elle a dit, ben, je vais m'en occuper de l'immigration irrégulière à nos frontières, puis je vais fermer la frontière pour être sûr qu'il y en ait le moins possible. Mais les gens disent, ben, ça répond à ma préoccupation du moment. Fait ils ont voté pour elle. On a un peu vu ça avec le chemin Roxham l'an dernier. Là. Exactement. C'est à peu près le même principe là, après ça. Exactement. Nous, au Canada, on est moins touchés par ces enjeux migratoires-là parce qu'on a une seule frontière avec le pays le plus riche de la Terre. Fait qu'on a moins de gens qui passent, moins d'Américains, par exemple, qui veulent venir au Canada, parce que les États-Unis, on peut faire sa vie en paix et s'enrichir très facilement, comme au Canada. Donc, il n'y a pas d'enjeu de guerre ou de conflit aux États-Unis. Mais ceux qui arrivent de l'Amérique du Sud ou de pays en guerre, même du Mexique, dans des régions où les cartels sont très implantés, ben, ils se disent, ben, pourquoi je resterais là si à chaque jour, je pourrais me faire tuer? Ben, ils essayent d'améliorer leur sort puis d'améliorer leur vie en disant, ben, je vais essayer de rentrer aux États-Unis, puis j'ai pas l'emploi ou l'éducation nécessaire pour appliquer, pour postuler, pour avoir un permis de travail dans une entreprise technologique, par exemple, ou dans le pétrole, ou peu importe, qui veut m'engager. Fait que je vais essayer de traverser la frontière comme je peux pour sauver ma peau. Mais là, ça crée beaucoup de problèmes à la frontière parce que ces gens-là, les gens à la frontière voient ces gens-là passer puis ils se disent, ben, pourquoi personne s'en occupe? Pourquoi, encore là, c'est le même problème qu'en Italie. Pourquoi soit personne s'occupe de leur cas et essaie de leur donner des ressources pour qu'ils s'installent légalement, qu'ils deviennent pas en situation d'itinérance ou je dis pas qu'un immigrant devient un itinérant, là, mais il faut s'occuper, il faut les accueillir, ces gens-là, il faut les traiter, il faut leur donner des papiers, il faut leur donner la chance de travailler. Ou il y a l'autre côté qui dit, ben, on a déjà nos propres problèmes, pourquoi on rajouterait une couche, fermons la frontière. Fait que ça fait beaucoup de tensions, beaucoup de débats, puis ça fait que ça permet aux extrêmes qui ont des messages simples de dire, ben, moi, je vais m'en occuper avec une solution simple. On commence à voir ça un petit peu avec M. Poilievre au Canada. Là, ça arrive tranquillement pas vite ici. Puis... C'est un courant de pensée qui est là depuis plusieurs années au Canada, mais comme tu disais tantôt, le système américain est unique en son genre et très différent du système canadien. Est-ce que c'est possible qu'un extrême comme Donald Trump prenne le pouvoir au Canada? Tout est possible, mais notre système électoral fait que ça prend beaucoup, beaucoup de gens de partout au pays qui veulent la même chose. Puis au Canada, d'un océan à l'autre, là, on est 36 millions, mais on a des réalités, là, si on regarde au Nouveau-Brunswick ou à Vancouver, puis là, on passe par toutes les 8 autres provinces, mais les réalités sont très, 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 très différentes. Pierre Poilievre a un message qui interpelle les gens surtout sur l'économie, sur l'inflation, parce que c'est le sujet où les gens se sentent le plus touchés et où leur vie change le plus. Avec l'épicerie qui monte, avec l'essence qui monte, ben, ça diminue leur richesse, ça diminue leur pouvoir d'achat. Ben, Pierre Poilievre dit, ben, l'inflation, c'est de la faute à Justin Trudeau parce qu'il dépense trop. Moi, je vais réduire les dépenses du gouvernement, puis je vais calmer l'inflation. Puis il y a des économistes qui disent que oui, un gouvernement qui dépense beaucoup, ça peut causer de l'inflation parce qu'en construisant des ponts, ben, tu demandes à des travailleurs de la construction de venir travailler, ils sont bien payés, ils peuvent dépenser plus, fait que ça fait l'offre et la demande. Mais plus il y a de demande, si l'offre reste pareille, ben, les prix augmentent. Donc, en dépensant beaucoup dans les services, puis dans la construction, puis dans le développement des infrastructures, mais ça peut causer une inflation. On le sait qu'on peut voir avec les grèves, si on augmente
ce salaire. La Banque du Canada a demandé au gouvernement des provinces de diminuer leurs dépenses puis de ne pas trop augmenter les salaires parce que ça pourrait contribuer à l'inflation. Il y a des gouvernements qui se disent je vais essayer de calmer l'inflation ou de pas trop dépenser en s'assurant que les salaires augmentent pas trop rapidement. Mais là, il y a tout le débat de est-ce que ces gens-là méritent d'avoir plus de salaire pour les fonctions qu'ils occupent. Ça, c'est tout en cours, mais les messages simples pour répondre aux problèmes super compliqués, mais ça interpelle les gens parce qu'ils disent sinon quoi? On reste dans la même situation, on reste dans le même carcan. Justin Trudeau, ça va faire 10 ans qu'il est au pouvoir. Pierre Poilievre, lui, il dit en 10 ans, est-ce que votre vie s'est améliorée ou s'est détériorée? Les gens, pour le moment, se disent c'est détérioré. Là, regardez dans la situation où je me trouve. Peut-être que Justin Trudeau a quelque chose à voir là-dedans. Puis si le gouvernement, en ce moment, n'a pas de réponse à ces problèmes-là pressants pour dire je vais diminuer l'inflation de telle façon, les gens vont se dire il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas, il est pris dans sa tour à Ottawa. Puis des gens comme Pierre Poilievre peuvent prendre le pouvoir. Puis là, je ne suis pas en train de dire comme Pierre Poilievre en disant que c'est un Donald Trump. Là. Il y a quand même une bonne différence de personnage. Là. Pierre Poilievre a quand même passé sa carrière au Parlement à Ottawa, été au gouvernement de Stephen Harper, sait comment ça marche la politique canadienne, puis connaît les limites de ce qu'un premier ministre peut faire puis de ce qu'un député peut faire au pays. Mais son discours, c'est sûr qu'il peut être interpellant pour plusieurs, là, parce qu'on vit dans une période trouble. Fait que quand il y a une période trouble, les gens se disent qui répond le mieux à cette crise-là. Si le message est clair puis les gens se disent on va l'essayer, ça va peut-être marcher. Mais c'est le travail soit du gouvernement ou des partis d'opposition de s'assurer que les solutions sont fonctionnelles puis ne vont pas empirer le sort des gens. On a peut-être le temps pour un dernier petit truc, si ça vous tente. Vas-y. On peut parler, on sait, on a entendu parler, dans le fond, ça a été un enjeu dans la dernière année au Canada notamment. On a parlé beaucoup d'ingérence chinoise, on parle beaucoup du régime, dans le fond, communiste chinois qui prend de l'expansion, malgré qu'on voit un peu que les chiffres, les statistiques diminuent avec le nombre de naissances, etc. Mais c'est quoi l'avenir de l'échiquier, si on veut, géopolitique mondial, surtout la Chine en Afrique, en influence qui devient grandissante? Est-ce qu'on pourrait assister à un renversement de pouvoir avec les États-Unis? L'influence de la Chine est indéniable. Dans les dernières années, on l'a vu que la Chine tente de s'imposer de plus en plus, tente de montrer que son système, c'est le plus efficace, c'est le meilleur. La pandémie a été une bonne vitrine pour la Chine pour dire, regardez, nous autres, on est capable de construire des hôpitaux pour soigner nos malades en 3 semaines. Là, puis quand il y a des crises, on est capable d'y répondre très, très, très facilement. C'est sûr que c'est un régime dictatorial. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne, sauf à eux-mêmes. Ils ne se battent pas de poser des questions. Ils n'ont pas de BAP, eux autres, en Chine. Fait que la réalité est très différente, mais leur capacité de réagir rapidement puis de contrôler l'économie en faisant une grande place à l'entreprise puis à l'investissement privé, ça fait qu'ils ils jouent bien leur carte, s'ils placent bien leur pion, ça fait qu'ils peuvent être très, très, très efficaces pour innover puis pour s'adapter à une nouvelle économie. On le voit avec les minéraux pour les batteries de voitures électriques. C'est contrôlé, je pense, la statistique, là, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est 80% du marché des métaux qui font une batterie de voiture, c'est contrôlé par la Chine. Toute la chaîne de production, là, en allant de la mine jusqu'à la batterie qui va dans une voiture, c'est contrôlé à 80% par la Chine. Et parce qu'ils ont mis leur pion puis mis leur argent dans ce secteur-là de l'économie en se disant c'est ça l'avenir, puis on va après ça laisser l'entreprise privée prendre le relais. Ils ont fait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup en investissant eux-mêmes dans les nouvelles technologies, puis après ça en laissant les entreprises privées
avec un regard très ferme là, du gouvernement sur leurs opérations, parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté en Chine, même pour l'entreprise privée. Mais ça fait qu'ils peuvent répondre à des changements très rapidement, alors qu'en démocratie, mais on est plus lent. Il y a des gens qui vont vouloir aller tout droit, il y a des gens qui vont vouloir aller à gauche, il y a des gens qui vont vouloir aller à droite, il y a des gens qui vont vouloir investir dans la voiture électrique ou dans l'intelligence artificielle, puis d'autres qui disent ben non, on fait encore de l'argent avec le pétrole, fait que je veux pas perdre mes revenus puis ma richesse. Fait que là, ça fait qu'on est toujours un peu dans le débat puis dans l'évolution plus lente. Mais les États-Unis restent quand même la plus grande puissance mondiale, restent quand même le pays le plus riche sur Terre, reste un symbole de démocratie puis de liberté dans le monde. Ça, c'est quand même très intéressant pour beaucoup, beaucoup de gens. On s'entend que l'Europe et le Canada, l'Australie, même l'Amérique du Sud à quelques endroits, ou le Mexique, si on veut, ben ça serait surprenant que du jour au lendemain, on décide de s'entendre avec la Chine, puis de dire, bon, ben on accepte de vous donner une free ride, là, si je peux me permettre. Ça serait très surprenant. Est-ce que la Chine peut devenir la première économie mondiale? On le certainement. Voit avec, l'alliance qu'ils ont faite avec l'Afrique du Sud. Oui. Cette nouvelle. Mais ça, justement, cette semaine, le président chinois était à San Francisco avec le président Biden, puis a dit le monde est assez grand pour que les États-Unis et la Chine puissent cohabiter puis croître de chacun de leur côté, puis avec des échanges constructifs. Ben, en effet, si ça s'en va dans cette direction-là, pourquoi pas? Pourquoi nous, on aurait toutes les réponses? Pourquoi notre vision du monde serait la meilleure? La question se pose. C'est sûr que ça serait bien mal présenter ma profession que de dire que la démocratie, puis la liberté d'expression et de presse et d'information, c'est pas une bonne chose, là. Selon moi, c'est essentiel de vivre en démocratie. Mais puis j'espère que les Chinois pourront avoir une voix entendue par leur gouvernement. Mais est-ce qu'on a réponse à tout? Absolument pas. Puis s'il y a des pays puis d'autres communautés qui disent ben en ce moment ce que me présente la Chine puis ce qu'elle m'offre, c'est gagnant pour moi. Ben on est qui pour dire vous devriez pas vous associer avec ce pays-là. Là où c'est dangereux, c'est que la Chine devient plus agressive autour de son territoire, autour de Taïwan, qu'elle dit que c'est une île à elle, c'est une province à part entière de la Chine. Mais l'Occident en général a beaucoup, beaucoup d'intérêt économique à Taïwan, par exemple. Là, le plus grand producteur de puces électroniques, c'est une entreprise taïwanaise. Donc, si la Chine décide d'envahir Taïwan, on peut se douter que les États-Unis voudraient la protéger, l'île de Taïwan. Fait que là, on entrerait dans un autre conflit, mais là, c'est entre deux superpuissances. Si la Chine décide aussi de contrôler tout l'espace maritime autour de son territoire, bien, il y a beaucoup de navires occidentaux qui se promènent. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux dans ce coin-là. Il y a des avions américains et canadiens qui se promènent dans ce coin-là. Est-ce que ça peut être dangereux pour nos propres intérêts? Est-ce qu'on peut avoir un conflit qui naît dans cette région-là? Ça, c'est ce qui est le plus dangereux. Si on se met à... S'il y a des soldats américains et chinois qui s'échangent des vrais tirs, là, le monde s'en va dans une direction super dangereuse parce que les États-Unis, c'est la plus puissante armée sur Terre, suivie de celle de la Chine. Sans commune mesure, là, les États-Unis ont comme un pouvoir militaire infiniment plus grand que celui de la Chine en termes d'argent dépensé et de technologie disponible. Mais reste que quand même qu'ils sont 1 milliard de personnes puis que les États-Unis en sont 300 millions. Ça peut être un conflit très long et très douloureux là, d'un bord comme de l'autre. Fait qu'en termes de danger pour la stabilité du monde, une confrontation directe peut être très dangereuse. Mais en termes d'économie puis d'échange, si on reste en paix entre toutes ces sphères-là du monde, est-ce qu'on peut tous cohabiter? Bien, probablement. Là. C'est juste qu'il y a toujours un danger que cette
confrontation ça éclate, douce. Ça... Exact. Que si on est en bon terme, ça va. Mais on est tellement loin idéologiquement qu'il va probablement toujours avoir des frictions qui peuvent faire des flamèches, qui peuvent exploser. Bon. Fait que est-ce que ta question, où est-ce qu'on s'en va, c'est une très bonne question. Je pourrais pas répondre, mais on marche tous sur des œufs en ce moment à savoir est-ce qu'on va assister à un autre conflit, mais cette fois-ci beaucoup plus majeur que celui entre Israël et le Hamas ou celui entre la Russie et l'Ukraine, par exemple. Ça m'a fait penser... Bon, 5 dernières minutes, là, j'ai goût de parler parce que, justement, à côté de mon école, l'entreprise Nordvolt, qui vient de s'installer, on parlait de voitures électriques, de batteries, etc. Ça va avoir quel impact, si on veut, sur l'économie de la Rive-Sud, à ce niveau-là? L'économie de la Rive-Sud, ça va probablement tout chambouler parce que c'est un énorme investissement, beaucoup d'employés, beaucoup de ressources nécessaires à faire fonctionner cette usine-là. Par exemple, des minéraux qui arrivent du nord du Québec, comme du lithium ou de la région des Laurentides, il va falloir qu'ils soient livrés soit dans les usines de production de petites parties de la batterie et assemblés chez Nordvolt, ou directement livrés chez Nordvolt. Ça va faire un gros bassin nécessaire d'échanges commerciaux. Il va y avoir des entreprises qui vont s'installer près de Nordvolt pour nourrir cette machine-là. Nordvolt va vouloir s'assurer de produire des batteries de qualité à faible coût. Fait que s'approvisionner dans le plus proche de l'usine, ça va être important pour elle. C'est sûr que l'économie de cette région-là va beaucoup changer, puis qu'il va y avoir aussi probablement beaucoup de déplacements de population, de déplacements de gens qui vont être employés de Nordvolt et vouloir s'installer pas trop loin de l'usine. Est-ce qu'ils vont habiter à Longueuil ou Montréal? C'est pas très loin. Il y a beaucoup de gens de Belleuil, McMasterville, Saint-Hilaire, dans toute cette région-là qui vont travailler à Montréal. Est-ce que l'inverse est vrai? Peut être vrai, certainement. Mais aussi beaucoup de gens qui vont vouloir habiter dans cette région-là, de Saint-Hilaire, Otterburn Park, Belleuil, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Belleuil, où les maisons coûtent déjà très cher, puis il n'y a pas beaucoup de terrain disponible. Fait que est-ce que ça va faire encore que les maisons vont coûter plus cher? Est-ce qu'on va vouloir construire des tours de condos ou des quartiers plus denses avec des duplex, des triplex? Mais ça va changer certainement beaucoup de choses. Est-ce que le trafic va changer aussi? Est-ce que les camions vont causer du trafic? Est-ce qu'on parle de construire une voie d'accès rapide avec la route 116 ou d'utiliser le train le plus possible? Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Là. Fait que c'est sûr que le paysage du coin va changer rapidement. Et puis globalement, pour le Québec, ça va faire qu'il y ait une nouvelle... Un rayonnement, si on veut. Exact. Une nouvelle... part de l'économie du Québec qui naît, un nouveau secteur de l'économie qui naît, puis qui va pouvoir probablement tous nous enrichir. Là. Je ne peux pas lire l'avenir, mais s'il y a des investissements de milliards de dollars, puis que ça emploie des gens, puis que on exporte ces batteries-là, puis qu'on les envoie chez les producteurs de voitures en Ontario puis aux États-Unis, c'est de l'argent qui arrive au Québec puis qui peut nous permettre de justement financer nos services sociaux, nos écoles, nos hôpitaux, puis de donner une meilleure vie à beaucoup d'autres gens d'un bout à l'autre de la province, pas nécessairement juste autour de l'usine. C'est sûr que ça va faire beaucoup, beaucoup de changements, mais ça va apporter beaucoup de défis aussi pour la région. On a entendu beaucoup de gens aussi s'inquiéter à ce niveau-là, mais c'est un projet qui certainement est très intéressant, mais qui peut causer encore là beaucoup de friction chez les gens qui vont vivre eux-mêmes le changement. C'est certain, tout le monde en parle dans la région. Oui, exactement. Ça, c'est sûr. Puis c'est un terrain énorme avec une usine énorme. Ça va changer aussi le paysage. Là, juste le paysage, on était habitué d'avoir un grand terrain vague dans ce coin-là, mais là, ça va pousser en quelques années un gros bâtiment massif à quelques pas de la rivière puis du Mont-Saint-Hilaire. Mon Dieu, ça change la vie de bien du monde. Là. Ouais. Il y a certaines personnes qui disaient j'ai acheté une maison pour voir la montagne, mais elle serait peut-être plus loin. Là. Il va peut-être falloir traverser l'usine pour la voir. Ouais. C'est comprenable aussi que ça
créer des remous. Là. On est justement, comme je le disais tantôt, en démocratie, puis tout le monde a le droit de se faire entendre, puis d'avoir d'avoir un point de vue. Fait que c'est normal que des gros projets comme ça créent des tensions, puis qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire entendre, puis être entendus aussi. Là. C'est la job de nos élus de représenter les gens, puis de représenter leurs inquiétudes. Bon, ben, je pense qu'on va avoir terminé. Ça aurait été une plus longue entrevue de prévu, mais hyper intéressante. Ben, ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Gabriel, d'avoir accepté l'entrevue. Et puis, j'espère avoir répondu à tes questions. Écoute, je pense qu'on a fait le tour amplement de tout ce que j'avais. On a même réinventé le monde. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Passe une excellente fin de journée. Toi aussi. Bon. C'était...